Bonjour, je m'appelle Marion Martinelli, je suis psychologue et neuropsychologue spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales et plus spécifiquement dans les thérapies appartenant à la troisième vague des TCC, telles que celles basées sur la pleine conscience. Je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon, qui se situe dans le pôle de psychiatrie du CHU La Conception à Marseille. Je vais vous présenter aujourd'hui un cours sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. Avant de commencer, je tiens à vous souligner que si vous êtes thérapeute ou futur thérapeute et que vous souhaitez vous former à ce type de prise en charge, il est nécessaire vraiment d'intégrer à votre vie les différents éléments de la thérapie ACT. Dans les livres que j'ai utilisés pour faire ce cours, il est dit que finalement c'est comme si vous vouliez apprendre à conduire seulement en lisant des livres sur la conduite automobile ou en regardant quelqu'un d'autre faire comme ce que vous allez faire aujourd'hui. Vous n'apprendrez jamais vraiment à conduire. Donc lancez-vous, vivez l'acceptation et l'engagement au quotidien. Vous n'en serez qu'un meilleur thérapeute. En préambule, avant de vous présenter le plan de ce cours, quelques mots sur le fait que nous sommes tous amenés à un moment de notre vie à éprouver des difficultés d'ordre émotionnel, professionnel, social. Dans ces situations, nous pouvons nous sentir débordés par nos émotions et envahis par des pensées déplaisantes ou des souvenirs difficiles. En cherchant à se débarrasser de cette souffrance, il est fréquent de finir par se retrouver coincé dans la lutte, dans un combat contre la souffrance, avec une probabilité plus grande de s'épuiser plutôt que de gagner ce combat. Pendant ce temps, la vie continue, mais il ne nous reste plus assez d'énergie pour avancer vers ce qui est important pour nous, ce qui est vraiment important pour nous. La plupart du temps, le fait de vouloir refouler une émotion, de lui dire non, ce n'est pas le moment, ou de se dire mentalement il faut que je sois zen, il faut que... Et comme on n'y arrive pas, finalement, on pense à soi, à un soi qui est plus calme, mais l'émotion, elle grandit jusqu'à l'implosion, donc plutôt proche des pensées dépressives, et l'explosion, plutôt proche des émotions de colère. Quand la lutte ne marche pas ou ne marche plus, la thérapie ACT propose une alternative, une manière différente de vivre ces expériences intérieures au service d'actions concrètes qui vont dans la direction que l'on veut donner à sa vie. La thérapie ACT propose en quelques séances une évolution graduelle vers cela. Qu'est-ce que l'ACT ? L'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, est basée sur 6 processus distincts que sont, je vous les donne dans l'ordre où nous allons les traiter dans ce cours, dans les parties 4 et 5 de ce cours, que vous trouverez sur des vidéos différentes de celle-ci. La distanciation avec les pensées, la pleine conscience, l'acceptation, le moi profond, les valeurs et l'action engagée. Quelques informations par rapport au plan de ce cours. Le cours se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, une introduction dans laquelle je vais vous présenter la définition de la thérapie ACT, évidemment, et d'autres éléments de définition à connaître comme prérequis pour cette thérapie. Puis, dans la deuxième partie de ce cours, correspondant donc, vous l'avez compris, à une autre vidéo que vous trouverez très facilement sur YouTube, nous verrons les autres théories sur lesquelles se base la thérapie ACT, telles que la théorie des cadres relationnels et le contextualisme fonctionnel, qui sont les 2 théories principales. Je vous présenterai ensuite les 2 hexaflexes de la rigidité et de la souplesse psychologique, ainsi que le concept de désespoir créatif, qui est un passage obligé dans la prise de conscience du patient
pour pouvoir entreprendre un changement en profondeur de son mode de fonctionnement. Nous y traiterons également la matrice ACT, qui est une première approche facile à comprendre et facile à utiliser en thérapie. Ces apports théoriques sont importants à connaître, à comprendre, à maîtriser pour aborder les 3e et 4e parties du cours. Donc vraiment, je vous encourage à les regarder en entier, voire même plusieurs fois, si ça peut vous permettre de bien les comprendre. J'ai essayé en tout cas de les simplifier le plus possible. Les 3e et 4e parties du cours s'intitulent « Comment passer de la rigidité à la souplesse psychologique ». Dans ces 2 dernières parties, on traitera des 6 points de l'hexaflex. Par exemple, le premier point concerne le passage du mode de fusion cognitive, ou fusion avec ses pensées, à un mode de diffusion. Et nous allons évidemment définir ces 2 notions. Qu'est-ce que la fusion? Qu'est-ce que la diffusion? Je vous donnerai même des références de travaux réalisés dans ce domaine pour asseoir la pertinence de l'efficacité de cette thérapie. Et surtout des exercices pratiques que vous pourrez tester d'abord pour vous et ensuite pour vos patients pour identifier à la fois les moments où la personne fusionne avec ses pensées et la faire travailler sur ses compétences de diffusion, les maîtriser de mieux en mieux grâce à un engagement à pratiquer régulièrement ce type d'exercice en dehors des séances. Et nous allons faire ça également sur la dernière partie avec les autres notions. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les 6 points de l'hexaflex qui vont nous permettre de passer de la rigidité psychologique à la souplesse. Nous allons travailler ça étape par étape. Je vais vous proposer, le plus simple pour moi, ça a été de vous proposer un agenda de séance avec des exercices pratiques à réaliser avec votre patient et même une prescription de tâches à domicile qu'il pourra faire seul entre les séances. Donc, c'est parti pour l'introduction. Avant de vous présenter les définitions, sachez que le cours que je vous fais aujourd'hui est le résumé de 3 ouvrages de référence en matière de thérapie ACT. Il y a Passer à l'acte de Russ Harris et La thérapie d'acceptation et d'engagement qui est un guide clinique de Benjamin Schoendorf, Grand et Bolduc, qui sont à l'usage Alors, ces 2 livres sont à l'usage des professionnels. Ils reprennent l'ensemble des principes qui régissent la thérapie ACT, ainsi qu'un grand nombre d'exercices pratiques qui sont utilisables pendant les séances avec vos patients et des tâches à proposer hors séance. Moi, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'il y a dans le livre, sinon le cours durerait 20 heures. Ça serait carrément une formation. Donc, j'ai essayé de prendre ceux qui me semblaient les plus pertinents. Déjà, ceux que j'ai utilisés pour moi, ceux que j'ai utilisés avec mes patients. Et donc, je pourrais vous donner des vignettes cliniques. Vous trouverez également dans le second ouvrage, édité au Carrefour des psychothérapies, le questionnaire d'acceptation et d'action, AAQ2, qui permet d'évaluer la flexibilité psychologique et l'évitement expérientiel. La version française a été réalisée et validée par Jean-Louis Monestès en 2009. Je vous la présenterai rapidement. Le questionnaire est fiable dans une évaluation en test-retest pré- et post-thérapie. Donc, vous pouvez tout à fait l'utiliser avant et après la thérapie. Le 3e et dernier livre s'intitule Le piège du bonheur, également écrit par Russ Harris, qui est un livre, ce livre c'est une thérapie à lui tout seul. Alors moi je ne suis pas adepte des livres de développement personnel qui nous promettent de trouver la solution à tous nos problèmes bien installés dans notre canapé, mais ce livre-là, vraiment, je vous le recommande très très vivement. D'abord pour vous, thérapeute ou futur thérapeute, étudiant en psychologie ou étudiant dans d'autres domaines, car alors déjà il reprend tous les principes de base de la thérapie ACT et surtout avec des réflexions à avoir vis-à-vis de ses propres pensées, de ses propres comportements automatiques. On vous propose des exercices à faire seul, par vous-même, on vous propose des temps de pause, d'observation
et d'analyse pendant plusieurs jours avant de passer à une étape suivante. Une étape suivante d'observation attentive d'un autre mode de fonctionnement habituel. Une fois que vous l'aurez fait pour vous, je vous recommande de le proposer en lecture à vos patients en parallèle de la thérapie. En plus, ça vous permettra de savoir exactement ce que vous leur demandez de lire. Donc ça, je trouve que c'est très confortable dans notre position de thérapeute. Vous saurez exactement quels exercices ils vont faire et vous pourrez en rediscuter avec eux en séance. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être de leur proposer de lire le piège du bonheur étape par étape au fur et à mesure de l'avancée de votre thérapie. Si vous arrivez à suivre chaque point de l'hexaflex, première étape, passer de la fusion à la diffusion. Deuxième étape, passer de l'évitement expérientiel à l'acceptation. Si vous arrivez vraiment à suivre chacune des étapes dans l'ordre où je vais vous les donner, ce qui n'est pas une obligation en soi, dans le livre, c'est fait aussi de cette manière-là. Donc, du coup, ça peut être très confortable d'avoir le livre à côté. Si vous êtes thérapeute ou futur thérapeute, un des prérequis à l'utilisation de cette thérapie, c'est d'avoir lu en entier ces livres-là. À minima, ces livres-là, puisque même si le cours que je vais vous présenter en reprend les principaux axes, ce cours-là ne vous donnera pas autant d'informations que ce que vous trouverez dans ces ouvrages de référence. Donc, je vous encourage vraiment à les lire. Alors, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Pour Acceptance and Commitment Therapy est une psychothérapie appartenant à la troisième vague des TCC, des thérapies cognitives et comportementales. Cette thérapie a été mise au point par Stephen Hayes, que vous voyez en photo, qui est psychologue clinicien américain, enseignant-chercheur dans le département de psychologie de l'Université du Nevada, dont les travaux initiaux remontent à la première moitié des années 80. Depuis, il a écrit plus de 600 articles sur le sujet. La thérapie ACT est donc une thérapie fondée sur des méthodes scientifiques rigoureuses, en lien constant avec la recherche, qui a vraiment montré son efficacité depuis une vingtaine d'années pour toutes les catégories de troubles psychologiques. Ces validations empiriques, je vais vous en présenter quelques-unes tout au long de la partie 3 et de la partie 4, axée sur le traitement. Elle combine des techniques de pleine conscience d'origine bouddhiste et des techniques d'activation comportementale, avec un travail actif sur le langage et la cognition. Nous allons détailler tout cela au fil de ce cours. La thérapie ACT est issue de deux théories distinctes, que sont la théorie des cadres relationnels et le contextualisme fonctionnel, que je vais vous présenter dans la vidéo numéro 2 de ce cours. La thérapie ACT se prononce ACT et non ACT pour faire référence au fait que c'est une thérapie essentiellement comportementale, c'est-à-dire centrée sur l'action. Cette thérapie consiste dans un premier temps à observer ces mécanismes de pensée dysfonctionnels et ces tendances à l'évitement des choses désagréables pour nous, d'en prendre conscience, d'éventuellement chercher à les changer, même si ce n'est pas une obligation. La question du choix et du libre arbitre est centrale dans la thérapie ACT, car c'est cette position particulière qui nous permet d'inviter le patient à réinvestir un rôle actif dans son rétablissement et sur une plus large mesure, une meilleure maîtrise de sa vie. Je citerai donc Russ Harris qui, dans son livre Passer à l'acte, explique que l'acte tire son nom de l'un de ses messages essentiels. Accepter ce qui est hors de votre contrôle et s'engager à entreprendre des actions qui enrichissent votre vie. S'engager dans une thérapie telle que celle-là consiste à prendre des initiatives guidées par nos valeurs, avec une attention particulière, ouvert à l'expérience et pleinement engagé dans ce que nous faisons.
Afin de rassembler toutes les informations, enfin quelques informations que je viens de vous présenter jusqu'à maintenant, je vous propose la définition de Philippe Vuille, qui est psychiatre suisse, spécialisé dans les thérapies de la troisième vague et qui a participé à l'écriture d'ouvrages sur la thérapie cognitive centrée sur les émotions. J'aime beaucoup sa définition, elle est un petit peu longue, mais vraiment c'est celle que j'ai trouvée la plus simple à comprendre. Il explique que la thérapie d'acceptation et d'engagement repose sur le concept selon lequel, en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous réussissons à dégager les ressources nécessaires pour agir là où cela est possible, afin d'orienter notre vie dans le sens des valeurs qui nous sont chères. L'acte nous apprend à donner à nos pensées et à nos émotions douloureuses la place qui leur revient, car les efforts pour éviter la souffrance, inévitablement liée à la condition humaine, jouent un rôle de premier plan dans le développement et le maintien d'un large spectre de troubles psychopathologiques. Le but premier de la thérapie n'est pas la réduction des symptômes, je vous le dirai souvent et je vous le répéterai à plusieurs reprises dans toutes les vidéos, mais l'augmentation de la flexibilité psychologique afin de favoriser l'engagement dans des actions contribuant à la construction d'une existence riche et pleine de sens. Donc voilà pour l'aspect théorique de la thérapie ACT. Nous verrons dans les parties 3 et 4 de ce cours comment mettre tout ceci en application. Il nous reste encore quelques diapos à traiter pour finir l'introduction de ce cours. Je voulais faire une parenthèse par rapport à cette diapo parce que je reçois beaucoup d'étudiants en psychologie qui me disent trop souvent ne pas bien comprendre la distinction entre les techniques cognitives et comportementales appartenant à la deuxième vague et leur distinction avec les outils des techniques appartenant à la troisième vague. Les thérapies appartenant à la troisième vague des TCC, telles que la pleine conscience et l'acte, se différencient des thérapies de la deuxième vague. Pour expliquer cela en quelques mots, les techniques utilisées dans la deuxième vague visent l'élimination d'un problème défini par une pensée irrationnelle à modifier, un comportement problématique à supprimer ou une émotion douloureuse à calmer. Et là, on vise la réduction des symptômes. Les techniques utilisées dans la troisième vague vont plutôt amener la personne à construire un nouveau répertoire comportemental, par l'apprentissage de nouveaux comportements ou par le renforcement de comportements adaptés, déjà existants, mais peut-être pas suffisamment utilisés, afin d'introduire dans sa façon de percevoir le monde plus de souplesse et dans sa façon d'agir au quotidien plus de flexibilité et d'efficacité. La deuxième grande différence concerne la position du thérapeute qui, dans les thérapies de la troisième vague, intègre les pratiques à sa vie et partage ses expériences avec son patient lorsque cela peut avoir un intérêt sur l'avancée de la thérapie. J'insiste encore une fois dans ce cours, mais vous allez m'entendre vous le rabâcher souvent, c'est vraiment important que le message passe bien. Il est essentiel de tester les outils de la thérapie ACT sur vous-même. Sinon, comment enseigner ces techniques si vous n'êtes pas convaincu qu'elles marchent vraiment et que vous n'êtes pas capable d'en discuter de manière pratico-pratique? On continue. Toutes les thérapies visent à un changement, évidemment, mais l'acte l'acte cherche à favoriser l'acceptation des événements privés désagréables. Par événements privés, j'entends pensée, image mentale, sensation physique désagréables. Dans les situations où leur évitement conduit trop souvent au renoncement des actions allant vers nos valeurs ou à la persistance d'actions contraires à nos valeurs. Autrement dit, si l'évitement que l'on met en place dans notre vie ne conduit pas au renoncement d'actions allant vers nos valeurs, ni à la persistance d'actions contraires à nos valeurs, il n'y a pas d'intérêt d'entreprendre un changement.
Dernier point de distinction important, les thérapies entre les thérapies de la deuxième et de la troisième vague. Les techniques que l'on utilise lorsqu'on pratique la TCC de la deuxième et la troisième vague, quelles sont ces techniques? Ces listes ne sont pas exhaustives, mais voici quelques exemples. Pour la deuxième vague, on utilise le cognitivisme, les colonnes de Beck, les distorsions cognitives, aussi appelées biais de pensée, la restructuration cognitive, l'entretien motivationnel et la psychoéducation. Dans les techniques de la troisième vague, on retrouve la pleine conscience, la thérapie comportementale dialectique, la psychothérapie analytique fonctionnelle, la thérapie des schémas de personnalité de Jung, dont vous trouverez sur YouTube un cours en tapant mon nom, qui reprend le maximum d'éléments de cette thérapie. Et enfin, la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Au commencement d'une prise en charge, le patient peut se sentir coincé, sans aucune flexibilité psychologique. Il se sent pris au piège, perdu dans la lutte contre ses ressentis, et on peut facilement s'apercevoir à quel point il fusionne avec ses pensées et avec les règles rigides qu'il s'est imposées, telles que je dois y arriver tout seul, je dois être irréprochable, je dois être une bonne mère, avant toute chose, je dois faire mon travail parfaitement. Ça, ce sont des règles rigides. Le but de l'intervention par la thérapie par l'acte est de diminuer l'impact de cette fusion avec nos pensées et avec nos règles rigides au profit d'une flexibilité psychologique croissante au fil des séances. Vous l'avez compris, cette flexibilité est différente de la lutte dans laquelle la personne s'est embourbée depuis des mois, des années, pour éviter les expériences difficiles. Ça peut être la survenue d'angoisse, de peur, le déclenchement d'une énième dispute avec son conjoint ou un collègue de travail, etc. Bien que cette lutte incessante contre nos propres émotions a un effet positif à court terme, nous verrons comment sur le long terme, ça nous éloigne souvent de ce qui est important pour nous. Les étapes de la thérapie sont, dans l'ordre, prendre conscience de ce qu'est le contrôle et comment ça se matérialise concrètement dans notre vie. Apprendre de nouvelles compétences pour faire face aux pensées et aux émotions douloureuses. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Clarifier ce qui a du sens pour nous, ce qui est vraiment important. Et se fixer des objectifs et agir pour enrichir notre vie. Les prérequis pour les thérapeutes consistent essentiellement à pratiquer pour soi-même. C'est même plus important que de lire les ouvrages de référence pour avoir vraiment le maximum d'apport théorique. Je vous en parlais dans la première diapo de cette vidéo. C'est comme pour la conduite automobile. Vous ne pourrez pas apprendre à conduire juste en lisant des livres sur la conduite automobile, ni en regardant quelqu'un vous parler de la conduite automobile. L'intention ici est de pratiquer d'abord pour soi avec les quelques techniques proposées. Donc, lire les livres sur la thérapie ACT en entier avant de se lancer. Pratiquer pour soi-même, vous l'avez compris. Développer sa propre capacité d'acceptation, je vous en parle juste après. Soyez vous-même dans la thérapie, ayez votre propre langage. Du mieux que vous le pouvez, développer une relation thérapeutique égalitaire avec vos patients et gardez toujours en tête que la réduction des symptômes n'est pas le but recherché. Pour développer sa propre capacité d'acceptation de ce qui peut être difficile pour vous, c'est le point numéro 3 de cette diapo. Pour cela, on demande au thérapeute d'imaginer comment ça se passerait pour vous si vous deviez engager chaque jour une action altruiste, par exemple, envers une personne de votre entourage, un collègue de travail, un patient ou un inconnu, sans que cette action d'empathie ou d'altruisme ne soit forcée. Auquel cas, ce ne serait pas un acte d'empathie ou d'altruisme.
Demandez-vous comment cela se passerait si vous engagiez chaque jour une action altruiste, même à partir d'aujourd'hui, et de vous engager vraiment dans cette démarche. Prenez note chaque jour de ce que vous avez observé en pratiquant cet exercice d'altruisme ou d'empathie. D'autant plus que cet entraînement, cet exercice va nourrir très certainement votre valeur d'altruisme déjà présente. Déjà présente chez vous, puisque l'altruisme, on pourrait le penser que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes thérapeute ou futur thérapeute, l'altruisme fait partie de vos valeurs. Comme il est écrit dans un des livres cités en référence, la pratique de l'acceptation, de la compassion pour soi et de la compassion envers les autres, c'est comme l'apprentissage d'une nouvelle manière de respirer, plus profonde, plus connectée. Plus vous la pratiquez, plus elle deviendra confortable et naturelle. Donc soyez vous-même dans la thérapie avec votre propre langage. Soyez créatif et spontané. N'hésitez pas à modifier, même adapter les outils que je vais vous proposer en veillant toujours à préserver le modèle authentique de la thérapie ACT. D'après Stephen Hayes, les attitudes à adopter pour le thérapeute qui pratique l'acte sont les suivantes. N'acceptez aucune justification ou explication avec votre patient qui le maintienne dans la lutte ou dans l'évitement de la souffrance. Avec la plus grande compassion qui soit, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui marche. N'essayez pas de convaincre. Ce qui compte, c'est l'expérience de la personne, pas vos opinions ni vos croyances. La question centrale de la thérapie est toujours celle de la fonction d'un comportement. En cas de doute, demandez à votre patient si le comportement est plutôt en direction de ses valeurs ou s'il en prend le chemin inverse. Mais c'est lui qui est le mieux placé pour y répondre. Si vous souhaitez en savoir plus sur la place du thérapeute, je vous conseille vivement la formation qui est dispensée par Jean-Louis Monestès, qui reprend de manière très détaillée et rigoureuse les attitudes que doit avoir le thérapeute lorsqu'il pratique l'acte. Au niveau des évaluations préliminaires, vous avez le questionnaire d'acceptation et d'action AAQ2 mis au point par Stephen Hayes que vous avez vu en début de cours et son équipe de chercheurs. Elle a été traduite en français par Jean-Louis Monestès en 2009. Ce questionnaire permet de mesurer la manière dont nos pensées impactent nos comportements. Et plus spécifiquement, il évalue la flexibilité psychologique et l'évitement expérientiel. Le questionnaire est fiable dans une évaluation test-retest. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce questionnaire et sa validation, vous trouverez très facilement sur Internet la thèse de Jean-Louis Monestès qui date de 2010. Je fais remplir aussi ce questionnaire en amont. C'est le questionnaire de maîtrise des pensées et des émotions, adapté de Stephen Hayes et Frank Bond. Il peut servir de base de travail lorsqu'on aborde la première étape de la thérapie, à savoir qu'est-ce que la fusion cognitive et comment défusionner avec ses pensées dysfonctionnelles. Vous le trouverez dans Passer à l'acte de Russ Harris. Un autre questionnaire évaluant l'acceptation et la pleine conscience des ressentis et des pensées existe, mais il n'est pas traduit en français, donc pas utilisable pour nous. Il s'appelle le Philadelphia Mindfulness Scale. Bon, au moins vous le savez. Vous pouvez également utiliser les échelles d'anxiété et de dépression classiques. Ça dépend de la situation clinique du patient. Si vous souhaitez avoir une évaluation pré- et post-thérapie. Dans les livres cités en référence, ils proposent plus spécifiquement le questionnaire de la DAS de Lovibond et Lovibond, datant de 1995. Vous pouvez enfin utiliser au départ de la thérapie un exercice de clarification des valeurs et d'identification pour savoir si, au cours de ces dernières semaines, la personne
à engager des actions en direction de ces valeurs. Vous trouverez ces exercices d'identification des valeurs dans les livres cités en référence sans aucune difficulté. Dans la vidéo numéro 2 sur les modèles théoriques, je vous présenterai de manière détaillée l'utilisation de la matrice ACT. Mais vu qu'elle permet aussi une évaluation préliminaire du fonctionnement automatique de la personne et que la conceptualisation dans la thérapie ACT passe par l'utilisation de la matrice, je vous la présente brièvement. Il est possible d'utiliser la matrice de l'acte dans la conceptualisation de cas dès le ou les premiers entretiens cliniques. Elle peut être également adaptée. Je veux dire par là qu'elle peut être complexifiée au fur et à mesure de l'évolution du patient, que l'on traite. Cette approche, elle est très visuelle et elle a pour but de faciliter l'apprentissage de l'analyse fonctionnelle par le patient lui-même. Je vous explique comment cela fonctionne. La partie basse du schéma représente notre vie intérieure, c'est-à-dire ce que je pense. La partie haute représente notre vie en relation avec l'extérieur, c'est-à-dire ce que je fais. La partie gauche du tableau représente ce qui me fait souffrir et la partie droite, ce qui est important pour moi, ce qui donne du sens à ma vie. Le remplissage des cases de ce tableau se fait par un travail collaboratif, patient-thérapeute. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. L'intention pour le thérapeute, c'est d'amener le patient à une meilleure discrimination entre ses expériences intérieures en bas et ses expériences extérieures en haut, ainsi qu'entre leurs conséquences positives à droite et leurs conséquences négatives à gauche. Prenons un exemple le plus simple possible pour illustrer ce tableau. Prenons l'exemple d'une personne qui a une valeur de liberté. Être libre. Je l'inscris donc dans la partie les valeurs, ce qui est important, être libre. Vous le savez déjà parce que dès les premiers rendez-vous, ce mot revient régulièrement dans le discours du patient ou parce qu'il vous l'a déjà souvent répété. Vous pouvez donc noter ce terme, liberté, dans la case en bas à droite. Et ainsi lui faire remarquer que lorsque la personne fume, elle aurait tendance à plutôt alimenter ce qu'elle redoute, comme sa peur de la dépendance, et donner un poids supplémentaire, un argument supplémentaire à sa pensée irrationnelle à laquelle elle va croire, à savoir « je suis dépendant » ou « je ne suis pas capable de m'en sortir seule ». Cette action de fumer tend à alimenter ce qui fait souffrir la personne plutôt qu'à alimenter ce qui est important pour elle, ce qui donne du sens à sa vie. La personne se place face à ce tableau, ou plutôt au milieu, sur le rond bleu, suffisamment disponible pour observer cela et choisir de changer ou ne pas changer. Vous l'avez compris, mais je vais encore certainement vous le répéter, le changement n'est pas une fin en soi. Gardez à l'esprit que la réduction des symptômes n'est pas le but recherché. Finalement, cette place consistant à observer où je suis et choisir où je vais me permet de rebondir sur un livre que je vous conseille vivement, qui est parfaitement dans le thème de la thérapie ACT, Où tu vas tuer, apprendre à méditer pour se libérer du stress et des tensions profondes de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, je ne vais pas le présenter ici, c'est le fondateur de la pleine conscience laïque et thérapeutique. Nous parlerons un peu de pleine conscience dans ce cours, mais pour avoir plus d'informations sur les mécanismes neuropsychologiques de cette pratique, je vous renvoie à un autre de mes cours, facile à trouver sur YouTube si vous écrivez mon nom dans la barre de recherche. La première partie de ce cours sur l'introduction est terminée. Je vous encourage à regarder les autres parties dans l'ordre, c'est-à-dire la partie 2, puis la 3e, puis la 4e, puisqu'il y a 4 parties à ce cours. Merci pour votre attention.